Clip numéro 9. En 1933, Hitler s'empare du pouvoir en Allemagne, sur une ligne ouvertement antisémite. Aux USA, l'idée d'un boycott contre son pouvoir encore faible est combattue à la fois par les organisations juives traditionnelles et par les sionistes, avec l'organisation sioniste mondiale au premier rang. Le boycott, saboté par le mouvement sioniste, n'inquiétera jamais le pouvoir nazi. Dès 1933, l'organisation sioniste mondiale négocie avec Hitler un accord de troc, le Havara, liant l'émigration des Juifs riches vers la Palestine avec une opération commerciale allemande vers la Palestine, financée par leurs biens. Entre 1933 et 1939, 60% du capital investi en Palestine arrivera via l'accord avec les nazis. Meyer Steinglass, citant Emil Ludwig, déclare dans American Jewish Times en avril 1936, page 35, « On oubliera Hitler dans quelques années, mais, vous savez, il y aura un beau monument en Palestine. » Et là, le biographe historien prenant un rôle de patriarche juif ajoute: « L'arrivée des nazis a été plutôt la bienvenue. Des milliers de juifs qui semblaient complètement perdus au judaïsme ont été ramenés au bercail par Hitler. Et de ceci, je lui suis personnellement très reconnaissant. » En mai 1935, Reinhard Heydrich, le futur infâme protecteur de Bohême, dans L'ennemi invisible, Das Schwarze Korps, organe de la SS, déclare: « Nous devons séparer les Juifs en deux catégories, les sionistes et ceux qui sont pour être assimilés. Les sionistes adhèrent à une stricte position raciale et en émigrant en Palestine, ils aident à construire leur propre État. Le temps ne peut pas être éloigné où la Palestine sera à nouveau capable d'accepter ses fils perdus depuis plus de 1000 ans. Le bon souhait et notre bonne volonté officielle vont avec eux. » Je crois que la position sioniste est claire. C'est la frange du judaïsme qui veut reconquérir la terre promise. Et pour cela, n'hésite pas, comme nous l'avons vu, à mettre en péril ceux qui cherchent à s'intégrer. Je ne reviendrai là-dessus. Nous l'avons vu à Berlin et avec Plève. Mais c'est toute l'histoire du sionisme qui est jalonnée de déclarations ou de faits allant en ce sens. Encore aujourd'hui, lorsque le CRIF déclare que l'année 2009 doit être placée sous la montée de l'antisémitisme, se sert des peurs engendrées pour faire avaliser les crimes commis par le sionisme à la partie acceptable du judaïsme. Les juifs qui abondent dans le sens du CRIF ou de toutes ces organisations criminelles par le soutien apporté, le soutien qu'ils lui apportent au sionisme, donnent des arguments engendrant indubitablement aussi l'antisémitisme. Mais au-delà, nous le voyons bien que le sionisme ne se contente pas de la terre promise. Hayo Meyer, né en Allemagne et fuyant le nazisme, s'expatria en Hollande, avait moins de 20 ans quand il fut interné à Auschwitz par les nazis. Et, concernant le nazisme, en parfait accord avec moi, je l'ai rencontré ce mercredi 10 février 2010 et il ajoute que le sionisme est pire que le nazisme. L'endoctrinement que les petits écoliers israéliens subissent est bien pire que celui qu'il a lui-même subi de la part des nazis. Que ce que vise le sionisme est du Sinaï au Litani, un fleuve au sud du Liban. La guerre du Liban y était pour quelque chose, quoi. Et de la Méditerranée à l'Euphrate,
au-delà d'ailleurs de ce que je croyais. De mon point de vue, l'intégration, ce n'est pas la réussite d'une communauté dans un ensemble plus vaste, mais que cette communauté se fonde dans cet ensemble, et ensemble, qu'elle pleure, qu'elle rit, qu'elle souffre en même temps que les autres citoyens. Qu'elle ne cherche pas à avoir des prérogatives spéciales, comme ce fut le cas à Gironde et plus largement en Catalogne, protégée par le gouvernement de l'époque, à la Corse, jouissant d'avantages refusés aux autres citoyens. La Shoah, bien sûr, et j'aurais envie de répondre que la vengeance est un boomerang qui n'a pas de fin. Mais je me trompe peut-être. Bien. Revenons selon l'expression à nos moutons. Dès novembre 1935, débute une guérilla de djihad menée dans les campagnes par Izz al-Din al-Qassam. Au début de 1936, sous la pression sioniste, les Britanniques abandonnent un projet d'assemblée législative de toute la population de Palestine. Et c'est dommage. En avril 1936, une grève générale de 6 mois éclate. Graduellement, le mouvement tourne à la rébellion. Et l'été 1936, 5000 guérilleros renforcés par des volontaires syriens, libanais et irakiens tiennent les montagnes. Les Britanniques répliquent par la répression et par une commission royale qui propose en juillet 1937 un partage de la Palestine, qui a pour seul effet de relancer la rébellion. La population juive en 1937 atteint 29% du total de Palestine. Le lobbying sioniste au plan international, que moi j'appelle l'achat des consciences, donne ici sa pleine mesure. C'est le mandat lui-même qui normalement doit veiller à ce que la volonté du peuple soit respectée, qui réprime ce même peuple parce qu'il est mécontent que sa volonté ne soit pas respectée. De tout temps, il y a eu en Palestine, et toujours aujourd'hui encore, un double déni, un déni de droit et un déni de justice. En effet, on refuse le droit aux Palestiniens parce qu'ils se révoltent contre l'injustice dont ils sont victimes. Et là, encore une fois, le lobbying, pour ne pas dire complot, sioniste au plan international permet de qualifier ceux qui demandent justice de terroristes. C'est tout de même pas banal. David Ben-Gurion naît en 1886 en Pologne, premier premier ministre d'Israël socialiste et sioniste, déclare dans Zikronot le 12 juillet 1937, 4e volume, page 297 à 99. Le transfert forcé des Arabes depuis les vallées de l'État juif proposé pourrait nous donner quelque chose que nous n'avons jamais eu, même quand nous tenions sur nos pieds au temps du premier et second temple, une Galilée sans Arabes. Il est donc clair, et il n'est pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour admettre que, y compris pendant le royaume de David, qui dura moins d'un siècle, la Palestine n'a pas été peuplée uniquement de juifs. Dans ces conditions, comment, en toute logique, des êtres dits intelligents peuvent réclamer ce territoire comme étant leur propriété exclusive? À ce compte, les descendants des Almoravides, ces moines berbères venus conquérir l'Espagne, pourraient réclamer en toute légalité l'Andalousie comme étant aussi leur terre ancestrale. Eux qui sont restés 800 ans, 8 siècles. Bien, la prochaine fois, nous verrons la répression que les Britanniques menèrent contre les Palestiniens.